Au mariage de mon frère, mes parents ont exigé l'acte de propriété de ma maison de ville, qui était entièrement payé. Quand j'ai refusé, maman m'a giflé, assez fort pour me fendre la lèvre. Je suis sorti, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 40 minutes plus tard, 2 agents sont entrés dans la salle de réception, et maman a laissé tomber les clés. L'acte de propriété de ma maison a atterri sur la table, entre la flûte à champagne, et le petit marque-place doré, qui indiquait Adrien en lettres cursives. Et ma mère a posé son doigt sur le coin supérieur droit, et l'a tourné, pour qu'il soit face à moi. Sa bague a accroché la lumière de la salle de bal. Le marque-place a glissé d'un demi-centimètre. L'acte de propriété était posé là, comme quelque chose qu'elle avait apporté de la maison dans son sac à main, parce que c'est exactement de là qu'il venait. Elle s'était introduite dans ma maison de ville, 2 soirs plus tôt, pendant que j'étais au dîner de répétition de Brady, et l'avait sortie de la boîte ignifuge, dans mon placard. Je ne le savais pas encore. J'allais la prendre dans 9 minutes. La table d'honneur, au mariage de Brady et Whitney, était dressée pour 8 personnes. 6 chaises étaient encore vides. L'heure du cocktail battait toujours son plein, dans la pièce d'à côté. Le quatuor à cordes jouait un morceau sans parole. Mon père se tenait derrière la chaise de ma mère, avec sa main posée sur le bord du dossier. Son smoking de location ne lui allait pas aux épaules. Il ne loue jamais rien. C'était la deuxième chose étrange. La première, c'était qu'il m'avait demandé de venir à la table d'honneur avec 20 minutes d'avance, pour un rapide moment en famille. Le verre d'eau est monté jusqu'à ma bouche, et redescendu, sans que je ne boive. Adrien, nous avons besoin que tu signes ça, avant la fin de la cérémonie. Ton père a parlé à un notaire. Il attend dans le vestiaire. Dans 10 minutes, ce sera réglé. L'acte de propriété était le mien. Mon nom, tout en haut. 3 chambres, terrain d'angle sur la rue Canwod. Entièrement payé, à 18h04, un mercredi, il y a 2 mois de novembre de cela. L'adresse vers laquelle j'avais tranquillement construit ma vie, pendant 11 ans. Signé quoi? Un acte de cession en faveur de ton père et moi. Nous le garderons pendant une courte période. C'est un besoin familial. Fais-le avant que ton frère n'arrive. Mes mains sont restées sur mes genoux. Mon père s'est éclairci la gorge. Fils, ne fais pas ça aujourd'hui. Brady mérite une journée sans accroc. Le couteau sur mon assiette à pain avait une petite trace de beurre sur la pointe. J'ai regardé ça, au lieu de le regarder lui. Vous me demandez de vous céder une maison de ville entièrement payée, dans le vestiaire d'une réception de mariage, parce que c'est la journée sans accroc de Brady. Tu as confondu être silencieux avec être intelligent, il y a bien longtemps, Adrien. Silencieux, c'est ce qu'est une souris. Intelligent, c'est ce qu'est ton frère. Signe le papier. Fais-le pendant que ta mère est encore disposée à être dans la même pièce que toi. Parce qu'à un moment donné, dans la prochaine heure, elle va décider qu'elle en a fini. Et quand ta mère décide qu'elle en a fini, elle en a vraiment fini. Demande au fantôme de ta grand-mère. Elle a compris la leçon. La voix de ma mère a basculé dans ce registre, qu'elle utilise lorsqu'elle en a fini d'être polie en public. Tu n'as jamais rien donné à cette famille, à part du silence, et de petits ressentiments. Brady a construit un mariage. Brady a construit une entreprise. Brady nous a donné un nom, que nous pourrions mettre sur une carte de vœux de Noël. Toi. Tu nous as donné 13 ans de fête auxquelles tu n'as pas assisté, et une maison dans laquelle tu n'as pas eu la décence d'inviter ta propre mère. Sais-tu ce que ta grand-mère a dit de toi, l'année avant sa mort? Elle a dit: c'est celui qui compte les points. Elle ne le pensait pas gentiment. Elle voulait dire que tu étais l'enfant qui allait s'asseoir dans une petite pièce, avec un tableur et de la rancune, sans jamais construire une seule chose. Que quiconque d'autre pourrait supporter. Signe le papier. Ce sera la première chose utile que tu auras faite depuis que tu as 9 ans. Signe-le, ou d'ici vendredi, chaque associé de ton cabinet, et chaque client dont je connais déjà le nom, sera au téléphone avec moi. Et tu seras un homme avec une maison de ville, mais sans aucune carrière à quitter en sortant de chez lui. Le couple à la table d'à côté avait cessé de parler. La fourchette de la femme était restée à mi-chemin de sa bouche. Son mari gardait les yeux fixés sur son verre d'eau. Le serveur avec le moulin à poivre a fait un demi-tour sur ses talons, et s'est éloigné vers une autre table. La bougie entre nous n'a pas vacillé. J'ai failli répondre,
de la façon dont je lui ai répondu dans ma tête pendant 20 ans. La réponse est restée là où elle était. Non. Ma mère s'est penchée par-dessus la table. Sa voix a baissé. Alors, tu es la dernière erreur que je suis prête à faire. J'ai fini de faire semblant que tu es l'un des nôtres. Signe-le, ou meurs en étant un étranger pour moi. Sa main a traversé mon visage, avant même que le dernier mot n'ait fini de quitter sa bouche. Paume ouverte, un coup dur. La montre de mon grand-père a claqué contre ma mâchoire, parce que j'avais levé mon poignet d'1 centimètre, pour reposer le verre d'eau. L'intérieur de ma lèvre inférieure s'est fendu contre mes dents, laissant un goût de cuivre sur ma langue. La petite pince, qui retenait une mèche de ses cheveux derrière son oreille, est tombée, et a atterri sur le bout de ma chaussure de costume. Mon père n'a pas bougé. Ses mains sont restées sur la chaise. Personne dans la salle de bal n'a rien vu. Les portes étaient fermées. Le quatuor jouait toujours. L'acte de propriété est allé dans la poche intérieure de ma veste, pliée en deux. La main de ma mère était toujours en l'air, là où elle avait frappé. Elle l'a baissée lentement. Où vas-tu? Le silence lui a répondu. Adrien, on ne quitte pas un mariage comme ça. La chaise derrière moi est restée repoussée. L'épaule de mon père a frôlé la mienne au passage, en traversant la salle de bal, devant la cabine du DJ, devant le plan de table sur son chevalet, devant le vestiaire, où un notaire que je n'avais jamais rencontré se tenait avec un porte-documents en cuir, faisant semblant de regarder son téléphone. Ses yeux se sont posés sur ma bouche. Ses yeux sont retournés sur son téléphone, très vite. Sorti dans le couloir, à gauche au niveau de la colonne en marbre, jusqu'à la petite pièce en mezzanine que l'hôtel appelle la bibliothèque, qu'il loue aux mariés pour les dernières cigarettes, et les derniers appels. Vide. La porte s'est fermée derrière moi. La montre Bova de grand-père EMTT, à mon poignet, indiquait 16h19. L'ordinateur portable s'est ouvert à 16h20. Les agents sont entrés à 16h59. Avant les emails, 2 choses sur la maison de ville. Si vous ne savez pas ce qu'était cette maison de ville, vous ne savez pas ce que la main de ma mère a fait. La maison de la rue Canwood a été construite en 1957, par un maçon nommé EMTT Marx. EMTT Marx était mon grand-père. Il avait 34 ans quand il a posé la première brique, et il a posé toutes les suivantes lui-même. Lui et ma grand-mère, Ruth, y ont vécu 41 ans. Ma mère est née dans la chambre du devant. J'ai passé chaque été, de l'âge de 4 ans à l'âge de 10 ans, à dormir sur un lit de camp, dans la véranda arrière. Grand-père EMTT m'a appris à souder des tuyaux en cuivre, dans ce garage. Grand-mère Ruth m'a appris à lire une carte, à cette table de cuisine. Grand-père EMTT est mort sur le porche d'entrée, en 1997, tenant une canette de thé glacé, dans une chaise en plastique. J'avais 5 ans. En avril 1998, ma mère et mon père ont fait asseoir ma grand-mère, à la même table de cuisine où elle m'avait appris à lire une carte, et ils lui ont dit qu'ils allaient perdre leur propre maison. Ce n'était pas tout à fait vrai. Ils avaient refinancé 2 fois, et ne pouvaient plus rembourser le prêt sur valeur domiciliaire, qu'ils avaient contracté. Grand-mère Ruth leur a cédé la maison de Canwood, cet après-midi-là. Ils l'ont vendue en juin, pour 127 000 €. Grand-mère Ruth a déménagé dans un appartement d'une chambre, au-dessus d'une quincaillerie, à 6 pâtés de maison de l'endroit où elle était née. Elle est morte dans cet appartement en 2009, dans une chaise, près de la fenêtre qui donnait sur un parking. Ma mère n'a pas assisté aux funérailles, parce qu'elle et mon père étaient sur une croisière, qu'ils avaient réservée avant que la pneumonie ne s'aggrave. En 2019, la maison de Canwood a été mise aux enchères. La famille qui l'avait achetée à mes parents l'avait revendue. Le deuxième propriétaire l'a laissé glisser vers la saisie. Je l'ai racheté, pour 311 000 € en argent comptant, que j'accumulais depuis mes 22 ans. Je l'ai payé en totalité, en novembre de l'année dernière. Je ne l'ai jamais dit à mes parents. Ni l'achat, ni l'adresse, ni le remboursement complet. C'était le pacte que j'avais fait avec moi-même, le jour où j'y ai emménagé. J'ai 33 ans. Je n'ai pas mis les pieds dans la maison de mes parents, depuis 6 ans. Brady et moi nous parlons aux anniversaires, et pendant les fêtes, et pas autrement. Je suis venu au mariage, parce que ma mère a mis un mot manuscrit dans une enveloppe, et l'a envoyé à mon bureau, et il disait, « Viens, s'il te plaît. C'est toujours ton frère. » Elle n'avait jamais écrit un mot de sa vie. L'encre était bavée.
Et l'encre d'une personne qui écrit un vrai mot, ne bave pas. L'encre d'une personne qui écrit un mot, comme accessoire de mise en scène, bave à chaque fois. J'aurais dû y prêter attention. Je travaille comme examinateur certifié en fraude. Mon cabinet a un bureau dans la même tour du centre-ville, que la division des crimes financiers du bureau du procureur général de l'État. Angela Prescott dirige cette division. Angela et moi avons pris un café, une fois par mois, pendant 31 mois. Angela m'avait appris une forme de patience très spécifique. Elle m'a appris que le jour où une affaire se clôt, ce n'est pas le jour où vous avez rassemblé chaque élément de preuve. Le jour où une affaire se clôt, c'est le jour où la dernière personne, dont vous aviez besoin qu'elle vous sous-estime, le fait enfin. Ma mère m'avait sous-estimé pendant 33 ans. Elle avait choisi le mauvais après-midi, pour combler cette lacune. Si c'est l'histoire dont vous aviez besoin ce week-end, abonnez-vous à Le Coin Reddit, et restez avec moi. Le chapitre 1, c'était l'acte de propriété. Le chapitre 2, c'est le prêt. À 16h20, le premier email est parti pour Angela, avec 3 pièces jointes. Un extrait de caméra de sécurité de ma maison, montrant ma mère y entrant à 23h47, jeudi, avec une clé que je ne lui avais pas donnée, et ressortant à minuit et 3 minutes, portant un morceau de papier plié. Une capture d'écran d'une demande de prêt, soumise chez First Meridian Private Lending, mardi matin, pour 2,3 millions d'euros, avec une signature falsifiée qui était censée être la mienne, listant ma maison comme garantie. Et une photographie, que j'avais prise avec mon téléphone 8 minutes plus tôt, de l'intérieur de ma lèvre fendue. Angela m'avait dit, il y a 31 mois, qu'elle avait besoin d'un chef d'accusation supplémentaire, contre Roland et Cheryl Marks, avant de procéder aux arrestations qu'elle préparait. Elle m'avait dit, donnez-moi un chef d'inculpation de plus, et donnez-moi un dont ils ne pourront pas prétendre qu'il s'agit d'un accident. Agression aggravée, par un parent contre un enfant adulte, dans un lieu public. Vol physique d'un document immobilier, au domicile de la victime. Une demande de prêt avec une signature falsifiée, nommant cette propriété comme garantie, et l'adresse d'une salle de réception d'hôtel. Voilà où les 2 principaux suspects, d'une enquête de 3 ans, s'apprêtaient à s'asseoir pour manger leur entrée, devant 400 témoins. La réponse d'Angela est arrivée à 16h23. Nous sommes à 20 minutes. Restez dans la pièce. Ne retournez pas dans la salle de bal pour l'instant. À 16h24, le deuxième email est parti, pour l'agent de crédit chez First Meridian, qui avait traité la demande mardi. Son nom figurait dans les métadonnées du document. Acte falsifié, signature falsifiée. Vidéo de l'entrée de ma mère dans ma maison. Angela en copie. Conservez tous les dossiers. Gelez le dossier dans le statut où vous êtes autorisé à le geler. Sa réponse est arrivée à 16h31. Elle avait déjà signalé le dossier. Elle appelait son responsable de la conformité. À 16h34, le troisième email est parti, pour le conseiller juridique de Ridgeline Holdings LLC, la société écran que mes parents opéraient depuis 3 ans. Cet email n'est pas parti de mon compte personnel. Il est parti d'un compte qu'Angela avait configuré dans son bureau, il y a 2 mois, avec copie au procureur général, copie au département de l'immobilier de l'État, copie au bureau local du FBI, qui avait ouvert un dossier préliminaire il y a 2 semaines, ce que seules 3 personnes savaient. Ridgeline Holdings avait déposé des actes de cession, transférant cette propriété, appartenant à cette propriétaires âgés, au nom de la LLC, sur une période de 3 ans. Les 7 actes portaient des signatures notariées. 4 des 7 propriétaires étaient en unité de soins pour la maladie d'Alzheimer, au moment du transfert. 2 étaient en soins palliatifs. L'une d'elles, une femme nommée Madame Inès Bloom, qui vivait sur Sycamore Terrace depuis 51 ans, avait appris l'existence de ce transfert, le 17 du mois dernier. C'est arrivé lorsque sa petite fille a ouvert un courrier, adressé au propriétaire officiel enregistré. Madame Bloom a eu un accident cardiaque cet après-midi-là, dans sa cuisine. Elle est morte à l'hôpital Providence Régional à 20h40, ce même soir, à côté d'une casserole de haricots verts, toujours sur la cuisinière. Sa petite fille a appelé mon bureau 9 jours plus tard, parce qu'un ami du barreau des avocats lui avait donné mon nom. Je m'étais assis à sa table de cuisine, 3 jours après cela, et j'avais regardé un papier, qui portait les initiales de ma mère, en bas, dans le bloc réservé au notaire. C'est le jour où cette affaire a pris un nom, dans ma tête. Le message suivant d'Angela est arrivé à 16h52. Des agents dans l'ascenseur, 2 en uniforme, et un en civil. 2 minutes.
J'ai failli sortir dans le couloir pour regarder. Je ne l'ai pas fait. Grand-père EMTT m'avait dit, il y a longtemps, que l'homme qui observe, est l'homme qui gagne. Mais l'homme qui a besoin d'observer chaque seconde de sa victoire, est l'homme qui n'est pas sûr d'avoir gagné. La porte de la bibliothèque s'est ouverte à 16h59. Angela avait envoyé un lieutenant en civil, nommé Hollis, et 2 agents en uniforme, que je ne reconnaissais pas. Hollis avait des tempes grisonnantes, et un petit carnet à la main. Ses yeux se sont posés sur ma bouche. Il a levé son téléphone. Photographie. Il a écrit quelque chose. Monsieur Marks, nous allons marcher ensemble jusqu'à la salle de bal. Mes agents entreront les premiers. J'entrerai avec vous. Ne parlez pas avant qu'on ne vous adresse la parole. Ne vous tenez pas à côté de votre mère. Tenez-vous là où je vous placerai. Un seul signe de tête. C'était la réponse. Êtes-vous prêt, monsieur Marks? Un autre signe de tête. Alors, allons-y. Les portes de la salle de bal étaient grandes ouvertes, maintenant. L'heure du cocktail s'était terminée avec 6 minutes d'avance, parce que le DJ avait lancé une chanson qui signifiait « Veuillez prendre place ». 400 personnes étaient assises, à 40 tables rondes. La table d'honneur était pleine. Brady dans son smoking. Whitney dans sa robe. Ma mère tout au bout. Mon père à côté d'elle. 2 amis d'université de Brady. Un cousin. Les chaises vides étaient la mienne, et celle de la demoiselle d'honneur. La demoiselle d'honneur était entrée derrière Whitney, et était déjà assise. Ma serviette était pliée en forme de rose, sur mon assiette. Le marque-place indiquait toujours Adrien en lettres cursives. Le DJ a baissé la musique. L'appareil photo du photographe s'est levé, avant que les agents n'apparaissent. Hollis est entré en premier. Les uniformes derrière lui. J'étais à son épaule droite. Chaque fourchette dans la pièce s'est arrêtée. Chaque verre a été reposé. 400 chaises ont bougé en même temps. Ma mère m'a vu en premier. Ses yeux se sont posés sur ma bouche, et y sont restés. La tête de mon père n'a pas tourné. Il s'était figé, de la façon dont un homme se fige sur l'autoroute, quand il voit un policier dans son rétroviseur. Hollis a atteint la table d'honneur. Sa voix n'est pas montée dans les tours. Cheryl Marks, Roland Marks, Brady Marks, Whitney Ballard, veuillez vous lever. Brady s'est levé. Whitney n'a pas bougé au début, puis s'est levé. Mon père a pris 3 bonnes secondes, et s'est levé. Ma mère a tendu la main vers la pochette, posée à côté de sa flûte à champagne. À l'intérieur de la pochette, il y avait un petit anneau, avec 3 clés dessus. L'une de ces clés était la mienne. Madame Marks, levez-vous, s'il vous plaît. Elle s'est levée. Les clés étaient toujours dans sa main. Vous êtes tous en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être, et sera, utilisé contre vous dans un tribunal. La voix de Whitney s'est brisée sur le 2e mot. C'est une erreur. Elle a regardé au-delà de Hollis. Elle m'a trouvé. Ses yeux se sont posés sur la coupure de ma lèvre. C'est toi qui as fait ça. Tout le monde, dans cette famille, m'avait mis en garde contre toi. Ta propre mère m'avait mis en garde contre toi, il y a 6 mois au brunch. Elle a dit, méfie-toi d'Adrien. Il compte tout, et ne pardonne rien. Elle avait raison. Regarde-toi. Le jour du mariage de ton frère, juste parce que tes sentiments ont été blessés à cause d'un morceau de papier. J'espère que tu comprends ce que tu viens de m'enlever. J'espère que ça te tiendra chaud, dans ta petite maison. Hollis, d'une voix calme par-dessus son épaule, Madame, regardez devant vous. Vous avez droit à un avocat. Le menton de Whitney a tremblé. Elle a regardé Brady. La main de Brady avait saisi la nappe. Il fixait une assiette à pain. Brady. Brady, dis-leur. La bouche de Brady s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Les doigts de ma mère se sont ouverts. Les clés sont tombées sur la table d'honneur, entre l'assiette à salade, et la petite rose qui était encore ma serviette. La clé de sa maison, ma clé. Et la 3e clé, que je n'ai reconnue que plus tard, et qui s'est avérée être la clé de la porte d'entrée de Madame Inès Bloom, sur Sycamore Terrace. Une clé que ma mère transportait dans sa pochette depuis 8 semaines, parce qu'elle n'avait jamais tout à fait pris le temps de la jeter.
L'appareil photo a fait un petit cliquetis. Personne ne l'a arrêté. L'agent en uniforme a pris le coude de ma mère, pour la guider hors de la table d'honneur. À 3 mètres de moi, elle a tourné la tête. Pas vers lui. Vers moi. Sa voix n'a pas eu besoin de s'élever. La salle de bal tout entière était déjà silencieuse. Adrien, regarde ta mère. Regarde. La montre à mon poignet a fait un tic, un seul. Tu es exactement ce que j'ai dit que tu étais, quand tu avais 9 ans, et que tu as commencé à tenir un carnet, de ce que ton frère recevait, et que toi, tu n'avais pas. Tout ce que j'ai construit dans cette ville, chaque dîner que j'ai organisé pour les diacres, chaque siège au conseil scolaire, chaque carte de Noël, tout ça, c'est parti. Juste parce qu'un garçon avec un stylo, et de la rancune, a décidé qu'aujourd'hui était le grand jour. Ta grand-mère m'a dit une fois, à la fin, qu'elle regrettait d'avoir jamais signé pour nous céder la maison. Je lui ai dit que c'était entre elle et Dieu. Mais tu devrais savoir, que la dernière chose que ta grand-mère voulait, c'était de mourir seule, dans cet appartement au-dessus de la quincaillerie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et toi? Tu avais 14 ans, et tu n'es pas venu la voir pendant les 6 dernières semaines de sa vie. Ne t'assois sur aucun porche, en prétendant que tu étais le bon. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a juste ceux qui comptent, et ceux qui oublient. Moi, j'oublie. Toi, tu comptes. Profite bien du compte. Ses poignets se sont levés d'eux-mêmes. L'agent lui a passé les menottes. À la table 19, une femme a commencé à pleurer. Pas pour elle, mais parce que le bruit des menottes qu'on passe à une femme en robe crème, à la table d'honneur d'un mariage, c'est un bruit qu'une salle ne sait pas comment absorber. L'agent a fait sortir ma mère. Elle n'a plus tourné la tête. Les 8 choses qui se sont passées, dans les 28 jours suivant cet après-midi, ne sont pas de simples résumés. Une arrestation publique est un coup de pistolet de départ. Tout ce qui avait été silencieusement vrai pendant 3 ans, est sorti de terre en même temps, et ce n'est pas sorti poliment. Mardi matin à 11h, 70 heures après l'arrestation, mon père est sur le porche de la maison, au coin de Maple et Cavendish, buvant du café dans un gobelet en polystyrène, qu'il a ramené de la cafétéria du tribunal. Ma mère a été placée en détention provisoire dimanche, sur la base d'un chef d'inculpation de meurtre lié au crime perpétré contre Madame Bloom, sans possibilité de libération sous caution. Mon père est sorti en payant 250 000 €, que son frère a trouvé en plaçant une hypothèque sur sa carrosserie. Une dépanneuse arrive. 2 hommes, un porte-bloc. La division des crimes financiers du procureur général a gelé tous les comptes de Ridgeline. La Cadillac Escalade 2022, dans l'allée, est une garantie de Ridgeline. Elle est mise sur le crochet. Mon père ne bouge pas. La dépanneuse part vers l'est sur Cavendish. Il pose le gobelet en polystyrène sur la rambarde du Porsche. Il ne le reprend pas. Sa sœur m'a dit que le gobelet était toujours là, quand le soleil s'est couché. Mercredi après-midi, lettre recommandée, bureau du secrétaire d'État. 2 pages. La commission de notaire de Cheryl A. Marx, numéro de commission 4427C, est révoquée de façon permanente. Son registre de notaire est assigné à comparaître. La caution de commission de 10 000 € est confisquée. Ma mère dirigeait une entreprise de signature à domicile, appelée Marx Notary and Signing Service, depuis 19 ans. L'enseigne était accrochée sur le Porsche. Elle avait 241 avis 5 étoiles sur Google. Mon père a décroché l'enseigne mercredi après-midi. Le clou du Porsche est resté. Le bois sous l'enseigne était 2 tons plus clair que le bois autour. Ma mère avait personnellement notarié 31 actes de transfert de propriété frauduleux. Elle avait juré dans son registre, que 7 propriétaires âgés avaient comparu devant elle. 4 n'avaient jamais quitté leurs unités de soins pour Alzheimer. Une était en soins palliatifs. L'une d'elles était Madame Inès Bloom, qui était à un rendez-vous médical de l'autre côté de la ville, à la date où le registre prétendait qu'elle était dans la cuisine de ma mère. 31 chefs d'accusation distincts de parjure. Des peines consécutives sont possibles. Mardi soir, 11 jours plus tard, les anciens de l'église Living Water Fellowship se sont réunis dans une salle qui compte 22 places, 19 étaient occupées. 3 avaient été excusés, parce qu'ils étaient nommés dans la déclaration sous serment du procureur général, comme référence morale que ma mère avait listée, lors de ses renouvellements de licence de notaire. Mon père avait servi comme diacre ordonné depuis 2010.
15 ans au comité des finances, dont 11 ans en tant que membre. Le vote a été de 19-0. Statut de diacre révoqué. Adhésion placée sous mesure de discipline. Une déclaration a été rédigée pour être lue en chaire. Mon père a été autorisé à écrire une lettre de repentance. Il n'en a pas écrit. Dimanche matin, le pasteur a lu la déclaration. Mon père est passé devant l'église en voiture à 10h47, et ne s'est pas arrêté. Sa sœur était dans le 3e banc. Elle a dit que 15 personnes avaient pleuré pendant la lecture, et qu'aucune d'entre elles n'avait pleuré pour mon père. Vendredi 18h11, la discussion de groupe. 48 personnes, des femmes de l'église, 2 des sœurs de ma mère, une cousine, la belle-mère de Brady. La meilleure amie de ma mère depuis 1988 s'appelait Karen. Le vendredi, Karen a envoyé un seul message. Cheryl, j'ai pensé à Inès Bloom toute la semaine. Elle s'est assise sur le banc derrière moi, tous les dimanches, pendant 6 ans. Elle te faisait confiance. Je me retire de cette discussion. Je ne veux pas recevoir d'appel de Roland. Je suis désolé. Karen a quitté le groupe. La fille de Karen a quitté le groupe. 2 femmes de l'église l'ont quitté. La sœur de ma mère l'a quitté. La belle-mère de Brady l'a quitté. Elle a ensuite laissé un mot, sous l'essuie-glace du père de Whitney, le lendemain matin à l'église, qui disait seulement « Nous retirons notre soutien au mariage de Whitney, s'il vous plaît, ne nous contactez pas ». D'ici le dimanche, 4 personnes étaient encore dans la discussion, et aucune n'avait dit un mot depuis 6 jours. Le dernier message de la discussion, figé tout en haut, était une photo de ma mère, prise au dîner de répétition, d'un arrangement floral, avec pour légende « Dieu est si bon ». Première page du Mont Sentinelle, lundi matin. Le gros titre en 6 mots, un couple local accusé d'escroquerie envers des personnes âgées. En dessous du titre, la petite fille de Madame Inès Bloom, Yasmine Bloom Reyes, sur les marches du palais de justice, tenant une photo de sa grand-mère. 3 autres familles de victimes avec elle, 2 filles adultes, un petit-fils, un veuf dont le nom de la défunte épouse figurait sur l'un des actes. Yasmine Bloom Reyes a parlé dans un micro pendant 4 minutes. Elle a nommé ma mère. Elle a nommé mon père. Elle a nommé Ridgeline. Elle a prononcé ces mots, ma grand-mère n'a pas signé ça. Les informations locales ont repris l'histoire des mardis. Régional des mercredis. Un média national des jeudis. Le Sentinelle a publié une 2e photo à côté de la première. Mes parents escortés hors de la salle de bal, en smoking et robe crème, menottées. 400 personnes derrière eux. Le photographe du mariage avait accordé une licence pour une somme modique. Son nom figurait dans les crédits. Son téléphone avait sonné tout le week-end. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de la 2e semaine. Personne ne l'a vu. Personne n'a été accusé. Vendredi matin, mon père est sorti pour récupérer le journal, et s'est arrêté à mi-chemin de l'allée. Quelqu'un avait peint un mot à la bombe sur la porte du garage, en peinture rouge, avec des lettres de 60 cm de haut. Voleur. En dessous, en plus petites lettres, demandé pour Inès. Mon père est resté debout dans l'allée pendant 11 minutes. Il a appelé la police. Ils ont pris des photos, rédigé un rapport, et dit que ce genre de choses ne se répétait généralement pas. Mon père a appelé 3 peintres. 2 n'ont pas rappelé. Le 3e était réservé pour lundi. Le dimanche après-midi, quelqu'un a peint un 2e mot. Voleur à gauche, meurtrier à droite. Le peintre a annulé lundi matin. Mon père a essayé l'essence minérale et une éponge. Ça a bavé. Il s'est assis sur la marche d'entrée jusqu'à la nuit tombée. Le lampadaire de la rue s'est allumé, avant qu'il ne bouge. Centre de détention du comté, jeudi 22h14, 20 jours plus tard. Un agent pénitentiaire, nommé Sepulveda, a trouvé ma mère assise sur le sol en béton de sa cellule, le dos contre le mur, tenant un morceau de papier. La liste d'admission de ses effets personnels. Elle avait demandé à la voir. Sous la rubrique bijoux, on pouvait lire une alliance en or, initiales CM et RM à l'intérieur. Elle la tenait depuis 2 heures. Elle ne bougeait pas. Elle ne pleurait pas. Elle lisait 2 lignes, sur lesquelles figurait son alliance. De la même façon qu'une personne lit un menu, dans une langue qu'elle ne parle pas, Sepulveda est revenu à minuit. Ma mère tenait toujours le papier. Sepulveda l'a pris de sa main. Ma mère l'a laissé partir.
Elle s'est allongée sur le matelas, le visage tourné vers le mur. Angela m'a envoyé un SMS vendredi matin. Elle refuse de s'alimenter depuis mardi. Elle refuse de voir un avocat, refuse de se doucher. Elle ne va pas bien. Juste pour information. J'ai lu le SMS 3 fois. Aucune réponse n'a été renvoyée. La dernière semaine. Mercredi, le bureau du procureur des États-Unis a ajouté des accusations fédérales, fraude électronique, fraude postale, et blanchiment d'argent interétatique. Le risque pénal fédéral, à lui seul, allait jusqu'à 40 ans. Jeudi, la division des enquêtes criminelles de l'IRS a ouvert un dossier parallèle. Vendredi, une poursuite civile pour mort injustifiée, de 12 millions d'euros, a été déposée par la succession d'Inès Bloom. Lundi, un recours collectif de 48 millions d'euros a été déposé au nom des 6 autres familles de victimes. L'employeur de mon père depuis 22 ans l'a licencié pour faute grave et l'a poursuivi personnellement pour récupérer 3 ans de bonus et geler sa pension acquise de 782 000 euros, car des comptes de messagerie professionnelle, saisis par la justice, avaient été utilisés pour la correspondance de Ridgeline. La commission immobilière de l'État a suspendu les licences de mes 2 parents, en attendant leur révocation. Le nom de ma mère a été ajouté au registre public de l'État, recensant les auteurs d'abus sur personnes âgées. Le registre est public. N'importe qui peut le consulter. N'importe qui le fera. Brady et Whitney avaient été libérés dimanche, grâce à l'argent des parents de Whitney. Le mercredi suivant, Whitney a déposé une demande d'annulation de mariage pour cause de fraude, citant le statut de signataire de Ridgeline de Brady, comme une fausse déclaration matérielle. Le père de Whitney a appelé l'avocat de Whitney mardi. D'ici mercredi après-midi, Whitney déménageait ses affaires de l'appartement. Brady s'est assis sur l'escalier de secours pendant qu'elle déménageait. Il n'a pas proposé son aide. Elle ne l'a pas demandé. Le père de Whitney se tenait sur le trottoir, à côté du camion de déménagement, les bras croisés. Il a levé les yeux vers Brady une seule fois. Il n'a pas regardé à nouveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Il reste une dernière visite, et c'est la dernière chose. Brady est venu à la maison de ville un dimanche matin, 10 jours après le mariage. La sonnette a retenti sur le petit écran. Il avait perdu environ 4 kilos. Ses cheveux n'avaient pas été coupés. Il portait un sweatshirt de l'université. Dans sa main se trouvait une enveloppe Kraft. Pas une belle enveloppe. Celle que Whitney avait laissée dans l'appartement quand elle est partie. Il la tenait de la façon dont un homme tient quelque chose, qu'il n'a pas encore ouvert. La porte s'est ouverte, parce que je voulais savoir si j'avais envie de la fermer. Parfois, il faut ouvrir une porte, pour découvrir que la fermer est exactement ce que l'on veut. Adrien, s'il te plaît. Je ne savais pas, sa voix était rauque. J'ai signé des papiers. Maman m'a demandé de le faire. Papa a dit que c'était normal. Je ne les ai pas lus. Whitney ne les a pas lus. Ça, c'est de notre faute. Je ne te demande pas de faire disparaître tout ça. Je te demande de dire à Angela Prescott que je les ai lus. Si tu dis ça, ils me laisseront plaider coupable pour un délit mineur. Adrien, s'il te plaît. Je suis ton frère. Aucun mot ne lui a répondu en retour. À qui appartenaient les clés dans la pochette de maman? Il n'a pas répondu. Il y avait 3 clés, Brady. L'une était la sienne. L'une était la mienne. La 3e était celle d'Inès Bloom. Maman transportait la clé d'Inès Bloom depuis 8 semaines. Le savais-tu? Non. Dis son nom en entier. Adrien, allez. Dis son nom en entier. Inès Bloom. Madame Inès Bloom. 51 ans sur Sycamore Terrace. Elle est morte dans sa cuisine. Dis l'adresse. Je ne connais pas l'adresse. C'est bien là mon point. L'enveloppe s'est dressée entre nous, comme un bouclier fait de papier. J'ai failli tendre la main pour la prendre. De la même manière que j'avais tendu la main pour prendre 100 choses, dans la main de Brady, tout au long des 31 années où j'ai été son grand frère. Ma main est restée le long de mon corps. Quelque chose a changé derrière ses yeux. J'ai vu ça lors de 3 dépositions au cours de ma carrière. Le moment où une personne, qui a demandé de la pitié, réalise que la pitié ne viendra pas.
Et décide que si elle ne peut pas la ramener chez elle, elle va s'assurer que la personne qui l'a refusée ne puisse pas la garder non plus. Tu sais quoi, Adrien? Oublie l'enveloppe. Garde ta paperasse. Garde ta maison de ville. Garde ta petite montre. Garde ton petit copain André, et sa mère qui se prenait pour ta mère. Parce que la vraie était trop occupée à élever le fils qui comptait vraiment. Tu sais pourquoi tu n'as jamais eu de famille? Parce que tu n'en as jamais voulu. Tu voulais des témoins. Tu voulais un public. Pour montrer à quel point tu étais secrètement blessé. Maman est en train de mourir dans une cellule. Papa n'a pas dormi depuis 11 nuits. Mon mariage est terminé. Je vais aller en prison, et j'en sortirai pour trouver une vie qui n'existera plus. Et toi? Tu étais sur ton Porsche. En train de boire du café, comme un homme qui a gagné quelque chose. Tu n'as rien gagné du tout. Tu as racheté quelques briques, dans lesquelles vivait une femme morte, et tu as cru que ça allait te réparer. Ça n'allait jamais te réparer. Elle avait honte de toi. À la fin. Le savais-tu? Grand-mère Ruth a dit à maman, au téléphone en 2008, qu'elle regrettait que tu ne l'aies pas rappelée, la semaine où elle t'a laissé 3 messages. 3 messages, Adrien, et tu n'as pas rappelé. Profite bien de tes briques. Profite d'y mourir. Tout seul. Il respirait fort, à la fin. Son visage était rouge au niveau du cou. La facture de téléphone, de la semaine où grand-mère Ruth est morte, reposait dans un dossier de mon bureau, au 2e étage. Il n'y avait eu aucun 3 messages. Grand-mère Ruth était morte avec son téléphone sur les genoux, après un appel avec moi, qui avait duré 22 minutes. C'était un fait que mon frère ignorait, et qu'il n'avait pas besoin de connaître aujourd'hui. La porte s'est fermée, de la façon dont grand-père EMTT m'avait appris à fermer une porte, dans une maison à laquelle on tient. Elle s'est insérée dans l'encadrement. Le pêne dormant a tourné. La bouilloire a été posée sur le feu. Le cercle bleu s'est allumé en dessous. Brady est resté sur la marche d'entrée pendant 11 minutes. Mon voisin me l'a dit plus tard. Il n'a pas frappé à nouveau. Il n'a pas sonné à nouveau. Il a posé l'enveloppe sur la marche. Il l'a reprise. Il a marché jusqu'à sa voiture. Il s'est assis sur le siège du conducteur pendant encore 14 minutes, avant que les feux arrière ne s'éloignent vers le sud, sur Canwood. L'accord de plaidoyer de Brady a été validé 8 jours plus tard, sans que je n'aie à dire quoi que ce soit sur le fait qu'il ait, ou non, lu les papiers. 11 mois dans un établissement de sécurité minimale. 5 ans de restitution aux successions des 7 victimes de Ridgeline. L'annulation du mariage de Whitney a été prononcée le même jour, dans le même palais de justice, par un juge différent. Whitney n'a pas assisté à sa propre annulation. Elle était retournée chez ses parents à Springfield. Son père l'y a conduite lui-même, le dimanche du week-end du mariage, et est resté avec elle pendant 6 jours. C'était une chose que le père de Whitney avait faite pour elle, et que mon père n'aurait jamais faite pour moi, même dans son meilleur jour. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de l'arithmétique. Le porche d'entrée est petit, 2 marches descendant vers une allée en briques. Un banc en bois, que grand-père EMTT a construit en 1961, que j'ai trouvé dans le grenier, et que j'ai remis à neuf avec de l'huile de lin, et un chiffon. Le banc a ses initiales, gravées au feu, sur la face inférieure, là où personne ne les voit. Je n'ai pas connu l'existence de ces initiales pendant 1 an et demi. Je les ai trouvées il y a 3 semaines, quand j'ai retourné le banc, pour vérifier les jointures. Le soleil venait juste de se lever ce matin. La montre Bova à mon poignet indiquait 6h47. Mon grand-père me l'a donné pour mon 21e anniversaire, ce qui faisait 4 ans après sa mort. Il l'avait laissé dans une enveloppe à mon nom, dans le coffre de banque que grand-mère Ruth conservait. Grand-mère Ruth me l'a donné la semaine où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, dans la petite cuisine de l'appartement au-dessus de la quincaillerie, 3 mois avant sa mort. Elle a dit, il voulait que tu l'aies, parce que c'est toi qui as observé. Elle a dit, garde le temps, ou laisse-le te garder. Elle avait mis trop de sucre dans mon café instantané ce jour-là, parce que c'est comme ça que grand-père EMTT prenait le sien. J'ai bu la tasse entière. André est remonté par l'allée à 6h50, avec 2 gobelets en carton du café au bout de la rue, qui ouvre à 6h le dimanche. Il s'est assis sur la marche du haut, parce qu'il sait que le banc est à moi. Un gobelet est venu vers moi. André et moi sommes meilleurs amis depuis la 6e.
quand mes parents ont changé les serrures de leur maison pour mon 19e anniversaire, parce que j'avais dit à ma mère que je n'irais pas en faculté de droit, la mère d'André, Estelle, a traversé la ville, pour venir me chercher sur le parking du McDonald's, où j'étais assis dans ma voiture avec un sac de sport. Elle n'a rien dit pendant le trajet. Quand nous sommes arrivés chez eux, elle m'a mis une assiette à la table de la cuisine sans rien demander, et elle a fait glisser une petite clé en laiton sur la table. C'est la porte de derrière. On ne frappe pas à cette maison. J'ai toujours cette clé. Elle est accrochée à un clou, à l'intérieur du cadre de la porte de mon entrée. Depuis le porche, je peux la voir. Le café d'André reposait sur la marche à côté de lui. Il a regardé ma lèvre. Elle était guérie. Maman veut savoir si tu viens dimanche. Un hochement de tête. Oui. Elle va faire le rôti. Un autre hochement de tête. De l'autre côté de la ville, dans un centre de détention sur l'avenue Welt, ma mère en était à son 6e jour de grève de la faim. Son avocat avait fait 2 requêtes. Les 2 avaient été refusées. Mon père était chez son frère, du côté ouest, dormant sur un canapé convertible, parce que la maison de Maple avait fait l'objet d'un avis de litige en cours, et que l'unité de recouvrement civil du procureur général se préparait à saisir l'acte de propriété. Sur la porte de garage de cette maison, les mots voleur et meurtrier étaient toujours peints, en lettres rouges de 60 cm. Parce que mon père n'avait plus de peintre, n'avait plus d'énergie, et avait laissé la peinture sécher sur le métal. Le clou du porche, où l'enseigne de notaire de ma mère avait été accrochée pendant 19 ans, était toujours vide. Le bois en dessous était d'une couleur différente. La première page du Sentinelle de lundi était toujours sur le comptoir de la cuisine du frère de mon père. Plié pour cacher la photographie, mais tout le monde dans la maison l'avait déjà vue. Il n'y avait aucune offre d'achat sur la maison de Maple, parce que les voisins savaient, que les amis des voisins savaient, et que toute la rue marchait sur le trottoir d'en face. Mon père n'avait pas allumé la lumière de son Porsche depuis 15 nuits. Le téléphone de ma mère, qu'il gardait sur lui, avait cessé d'être rechargé dimanche. Sa pension de 782 000 € était gelée. Sa plaque au nom de diacre avait été dévissée du mur du sanctuaire de Living Water, et lui avait été renvoyé par la poste, dans une enveloppe matelassée, sans aucune lettre à l'intérieur. Sur mon Porsche de la rue Canwood. Dans la maison que grand-père EMTT a construite en 1957 de ses propres mains. André a bu son café, et j'ai bu le mien. La bova a fait un tic, un seul, pile à l'heure. La clé en laiton était suspendue à son clou, près de l'encadrement de la porte. Ma lèvre fendue n'était plus qu'une fine ligne à l'intérieur de ma bouche, que je pouvais sentir avec ma langue quand je n'y prêtais pas attention. Et l'acte de propriété de la maison était dans une boîte ignifuge dans mon placard. Dans un nouvel emplacement dont je n'avais parlé à personne, plié en 2. Avec une petite marque brune sur un coin, là où mon pouce avait appuyé contre ma lèvre, quand je l'avais mis dans ma veste, à 16h18, il y a 28 jours de cela. André a fini son café. Il a posé le gobelet sur la marche à côté de lui. « Tu vas bien ?» Un hochement de tête. « Tu es sûr ?» Un autre hochement de tête. Le soleil s'est levé d'un autre centimètre. Une voisine, 2 maisons plus loin, a fait sortir son chien. Le chien est allé vers l'arbre, est revenu, et est rentré. La porte moustiquaire s'est fermée. Mon grand-père avait monté ses briques. Ma grand-mère avait lu des cartes à cette table. Ma mère avait cédé cette maison, un mercredi d'avril 1998. Je l'avais reprise pour 311 000 € en argent comptant, et je l'avais entièrement payée à 18h04, un mercredi, il y a 2 mois de novembre de cela. Ce matin, elle était à moi, sous le soleil d'un dimanche, avec mon meilleur ami sur la marche, et un café qui refroidissait dans ma main. Et une petite clé en laiton, donnée par une femme qui m'avait aimé quand ma propre mère ne le voulait pas, accrochée près de la porte, là où je pouvais la voir chaque fois que je rentrais à la maison. Si vous avez regardé jusqu'ici, abonnez-vous à Le Coin Reddit, et partagez ceci avec la seule personne de votre vie, qui vous a appris quel bruit fait une vraie porte, quand elle se ferme, en vous laissant du bon côté. Mon grand-père m'a dit un jour, que ce sont ceux qui observent, qui gardent la famille honnête. Parfois, la famille qu'il garde honnête, est la famille que l'on se construit. Pas celle qui nous a été imposée. La montre à mon poignet a fait un dernier tic. Le café était encore chaud. La porte derrière moi était verrouillée.